Merci à tous et toutes d'être là pour cette table ronde sur l'imaginaire spatial au sens large. Évidemment, on va tout de suite commencer par remercier le Festival des Intergalactiques qui nous accueille aussi bien. Donc bravo à eux parce que c'est beaucoup de travail. Merci à vous tous du public d'être nombreux et nombreuses. Et je voudrais aussi qu'on remercie les gens qui sont dans la petite cabine derrière et qui bossent pour qu'on ait un son cristallin et une lumière tout aussi belle ici. La régie, merci. On est parti pour 1 heure de table ronde avec bien sûr un petit quart d'heure derrière, 15-20 minutes de questions. Donc n'hésitez pas à les noter. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint la limite, les micros vont tourner et vous pourrez vous adresser directement aux autrices et aux auteurs ici présents. Autrice et auteur que je vais, si vous le voulez bien, c'est l'usage dans toute table ronde, commencer par vous présenter. Donc nous avons à gauche, toujours à gauche, c'est une coïncidence étrange, Luvan dont l'œuvre est qualifiée par Internet d'imaginaire complexe, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est l'autrice toute récente de Noot, un opéra spatial, avec aussi, et ça je n'avais pas tout de suite compris, de la musique, faite par Valérie Leclerc. Ce serait intéressant puisqu'on parle de space opéra, d'opéra spatial, peut-être de discuter de la place de la musique. Juste à gauche de Luvan, nous avons Irénée Regnault, qui est la moitié du livre Une histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, qui remporte évidemment le titre du meilleur titre justement du festival, coécrit avec Arnaud Saint-Martin. Voilà. Sachant que Irénée, vous êtes chercheur à la HESS, qui tout de suite fait chic. Ah oui. Il faut le dire quand même. Non, c'est pour vous dire que le Festival des Intergalactiques n'invite pas n'importe qui. Doctorant, c'est encore plus chic. Juste à gauche d'Irénée, nous avons Léo, qui anime, qui est créateur de la chaîne YouTube Les Vidéos de Léo. Et auteur récent d'une assez chouette vidéo sur Elon Musk qui, je pense, qui sera un peu débattu ici, évidemment. Je précise aussi, je reviens un peu sur Irénée, que Irénée travaille sur les liens entre l'intelligence artificielle, l'éthique et les milieux économiques, ce qui en soi est drôle. Parce que éthique, milieu, pardon. Bref. Et à gauche d'Irénée, nous avons donc Léo, je viens de le dire, et enfin, à l'extrême gauche, pardon, Étienne Quinge, je ne me trompe pas hein, sur la prononciation, alors lui n'est pas là, mais peut-être que l'éditrice qui est dans le coin pourra venir nous l'apporter, qui présente chez Pocket SF Symphonie Atomique. Voilà, Étienne Quinge, vous êtes biologiste de formation, vous vous intéressez au développement durable, vous êtes une sorte d'éco-terroristo-wokiste, islamo-gauchisto, on peut le dire. Hein, ça peut... Voilà, mais pas... Pareil. Ouais, mais vous avez comme une casquette qui vous classe directement parmi les gens de gauche. Moi, j'aime beaucoup le slogan qui est dans votre livre, hein, soyez éco-responsable, suicidez-vous. Ça mérite d'être clair. Mais voilà. Alors, le thème, donc, vous le savez, c'est la conquête spatiale au sens très large. C'est très bien d'avoir des thématiques assez ouvertes puisque ça permet de laisser les auteurs et les autrices s'exprimer largement. Peut-être, pour commencer, pas une question, mais une remarque. Désolé, j'adore faire ça. On est quand même passé entre 1969 et 2025 de Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune à un multimilliardaire qui envoie des célébrités dans l'espace. Voilà. Et je me demande si on n'est pas passé du rêve de l'eau. Merci. Si on n'est pas passé du rêve tout simplement au produit, à la réduction du rêve au produit. Et alors j'ai cette question un peu idiote. Est-ce que l'espace vous fait encore rêver en tant qu'autrice et en tant qu'auteur? À commencer par Luvan, qui est tout de suite à gauche, c'est elle qui commence. Voilà. Je peux poser une autre question. Ça fait très théâtre, il y a le moment de la dépose. En fait, c'est vraiment l'objectif, la mission que je me suis donnée en écrivant Noot. En fait, c'était exactement ça. C'était essayer de recréer l'effet, l'affect et les émotions que l'espace non pollué par l'actualité ou non pollué, enfin ça c'est très vaste, on a eu une table ronde pour parler de ça, me procure. Donc du coup c'est vraiment
l'objet et l'ambition et la mission que je me suis donnée, c'était précisément exactement ça, de tenter de saisir le sense of wonder, ce qui, moi, m'a fait consommer plein de fictions spatiales et continue à me faire consommer des fictions spatiales. Et un peu, je ne sais pas si vous avez vu, quelqu'un ici dans cette salle a vu un film que Marguerite Duras a co-réalisé, si je crois bien, Barrage contre le Pacifique. Et il y a une version de ce film complètement qui est uniquement contemplative. Donc elle a fait une sorte de version B, dénuée d'intrigue et de personnages, où en fait cette version c'est uniquement le film sans les humains dedans. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en distillant dans Noot tout ce que me procuraient les fictions spatiales, mais là pour le coup même pas sans le projet militaire dont tu parles, la conquête, la guerre des étoiles de Reagan, etc. Enfin, vraiment dénué même de la NASA et d'un homme sur la Lune qui pour moi déjà est je sais que ça a fait rêver la génération précédente à la mienne. Mais même ça me fait pas rêver. Enfin, j'ai essayé de comprendre ce qui me faisait rêver dans l'espace et c'est juste tu campes au milieu de nulle part, tu sors en pleine nuit faire pipi et puis là tu as un choc en regardant juste en haut, quoi. Et en fait, plus j'ai parlé de mon projet à des personnes différentes, plus je me suis aperçue que ce qui nous fait rêver, c'est précisément ça. Enfin, ce qui nous attache à l'espace, c'est pas ce qu'on y envoie nécessairement. Après, je généralise peut-être. Il y a peut-être des. Enfin voilà, parce que voilà, je généralise peut-être. Mais en tout cas, ce que moi, puisque tu as parlé tu nous as posé la question à titre. Oui, j'ai décidé de faire une table ronde individualiste. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et quand je me suis documentée pour ce bouquin, quand on va sur YouTube et qu'on tape espace, par exemple, en fait, 80 ou 90, et c'est pas un vrai chiffre, c'est vraiment du vrai bullshit, % des occurrences, c'est de la méditation transcendantale avec des planètes, c'est beaucoup de compositions musicales. Donc, en fait, je crois, je généralise, mais à la fois, je crois vraiment que une grosse partie de l'humanité a un rapport affectif à l'espace qui n'est pas celui nécessairement d'un projet militaro-industriel, ni même de publicité, du capitalisme. Voilà. Donc oui, moi, ça me fait carrément rêver. Ça peut même... je peux être en mode biche dans un phare quand je pense à l'espace. Donc, ouais. Je crois qu'on en est un peu tous là quand même. Ce qui, j'imagine aussi, explique notre présence ici, un peu. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite là tout de suite, avant de passer la parole à Irénée Regnault. Tous ces autrices, auteurs qui sont ici sont en dédicace juste après la conférence. Donc vous pouvez vous translater directement au Salon du Livre et donc leur poser des tas de questions extrêmement complexes auxquelles ils répondront ou pas, et sachant que les éditeurs ont décidé d'offrir les livres. Donc vous pouvez les prendre, en prendre pour vos amis. Ce sera... Là, les éditeurs s'en vont, très bien. Au revoir, les éditeurs. Non, c'est une blague, il faut les acheter, malheureusement, car oui. Alors, Irénée Regnault, Luvan vient de parler du rêve, je vous pose un peu la même question, sauf que vous parlez plutôt d'un rêve sali, parce que les astrocapitalistes du New Space, ça ne fait pas vraiment rêver. Et les fusées nazies, ouais, évidemment. Ouais. Peut-être un rappel historique sur Von Braun, évidemment, on ne va pas y couper. Bon, ce livre, c'est une socio-histoire de la conquête spatiale, donc c'est 100 ans, c'est une synthèse historique, pour le dire simplement, hein. Sur de la proto-science-fiction du début des années, fin du 19e siècle, disons, Jules Verne, etc., jusqu'au tournant industriel de la Seconde Guerre mondiale. On explique ça en détail, notamment dans le premier chapitre, donc la cristallisation industrielle en Allemagne nazie et tous ces concentrationnaires qui meurent comme des mouches à Dora Mittelbau pour fabriquer les premiers missiles, qui sont après des fusées. Donc vous connaissez peut-être un petit peu cette histoire déjà. On essaie de la raconter un peu autrement et surtout de raconter des détails de cette histoire qui ne sont pas connus, et notamment les liens idéologiques consubstantiels entre les États-Unis et notamment l'Alabama de l'époque qui accueille les premiers ingénieurs nazis dans des États américains qui sont foncièrement racistes, voire même assez proches en fait des idées nazies. Donc on rebat un petit peu cette idée historique un peu raccourcie d'une importation hasardeuse de quelques Allemands qui vont fabriquer les fusées d'Apollo. C'est un peu plus compliqué que ça. Puis on déroule comme ça. Et surtout presque plus grave.
Oui, bah, si on veut après c'est suivre. l'histoire, grave ou pas, je sais pas. En tout cas, il faut le raconter tel que c'est dans les archives ou dans les gens qui les ont ouvertes, plus que nous d'ailleurs. Hein. Et l'objectif du livre, à revers de ce qui vient d'être dit, mais en fait on va se rejoindre à la fin, c'était plutôt de déniaiser le regard sur l'espace. De casser les rêves d'enfants, littéralement. Alors, vous allez me dire, c'est pas un objectif très scientifique, c'est un objectif même complètement démagogique, voire très normatif, mais il y a ça dans ce livre quand même. L'idée de raconter l'histoire autrement. Donc, c'est pas une contre-histoire, c'est pas une histoire alternative, c'est tout autant une histoire que l'histoire qu'on connaît tous, c'est-à-dire Laika qui meurt en orbite, le pas sur la Lune, la guerre entre les Russes et les Soviétiques et les Américains, jusqu'à la Station spatiale internationale, en passant par les navettes, quelques robots et puis beaucoup de missiles. Donc on essaye de re-raconter cette histoire autrement que ce que je viens de dire, en essayant d'expliquer toutes les intrications qui existent entre tous ces systèmes techniques, tous ces gens qui circulent d'une sphère à l'autre entre le militaire et le civil. Pourquoi les navettes spatiales avaient des tailles qui permettaient de porter des satellites qui étaient spécifiquement des satellites militaires. À quoi sert le vol habité? À quoi servent les astronautes? Vaste question. Et pour répondre plus précisément à la question du rêve, le premier truc qui me semble quand même important de dire, de rappeler, mais c'est ce que tu viens de dire en réalité, c'est que cette construction mentale de l'espace, elle n'est pas du tout naturelle en fait. Le fait même de parler d'espace, c'est déjà un choix sémantique pas neutre. On ne parle pas toujours d'espace dans l'histoire. On parle du ciel, on parle de la voûte céleste, on parle des astres, on parle des dieux, des constellations éventuellement. On a toute une lecture ici sacrée, ici onirique, de notre rapport à l'espace, qui effectivement, j'aime bien l'image, se caractérise assez bien par le fait de voir le ciel étoilé quand on fait pipi l'été. Donc, je pense qu'il y a vraiment de ça. Mais pour autant, pour retrouver cet espace-là, il faut casser le reste. Et les rêves, les autres rêves, donc les rêves de conquête, donc mot piégé qu'on reprend à dessein pour mieux le déconstruire, de fait, il marche. Il marche puisqu'il y a quand même des gens qui veulent aller dans l'espace. Certains peuvent se le payer, comme Katy Perry récemment. Ça coûte très cher, mais ça marche. Il y a quand même une longue liste d'attente de milliardaires qui ont quelques millions à dépenser pour faire un saut de puce au-dessus de la ligne de Kármán. Donc ce rêve, il est très vif, en réalité, encore. Il marche très bien. Mais il est très vif dans certaines sphères, un petit peu illuminé. Et en fait, ce qu'on réalise en regardant rétrospectivement l'histoire et dans ce que j'appelle avec plein de guillemets le grand public, il n'y a jamais d'adhésion en fait pour l'espace. Vous regardez dans les sondages qui sont faits chaque année depuis les années 60 par différents instituts. Et quand je dis différents, c'est carrément, il y en a plusieurs. Hein. La part des Américains, parce que c'est surtout les Américains à l'époque qui veulent se rendre sur la Lune, elle est assez faible en fait. Dans les années 60, c'est 5% du PIB. Il y a des questions raciales, il y a la guerre du Vietnam. Il y a le pasteur Abernathy, copain de Malcolm X, qui vient sur le pad de lancement de Canaveral avant le lancement sur la Lune. Lui, il est noir. Il vient avec des familles noires et des mules. Et il explique que tout ça, c'est bien, mais ça coûte très cher. Et il essaie de souligner finalement ce contraste qui existe entre ces grandes technologies qui coûtent très très cher et les quartiers d'Harlem où des personnes racisées, des Noirs, en l'occurrence pour la plupart, vivent avec des rats, quoi. Donc, et ça continue aujourd'hui. En réalité, vous prenez les différents programmes, on ne va pas tous les faire, mais Artemis, alors, qui connaît quelques déconvenus puisque les États-Unis hésitent à aller sur Mars ou quoi. Tous ces trucs-là récoltent vaguement 15-20% dans les sondages. Alors, méfiance avec les sondages, et en plus un sociologue ne devrait pas les utiliser autant, mais ça dit quelque chose, et ça dit aussi quelque chose dans une forme de décorrélation entre ce qui se passe et ce que démocratiquement il serait souhaitable de faire. Donc la part du rêve, elle est à interroger aussi à cet homme-là. Mais disons, dans les années 60, on pouvait aussi dire que la conquête spatiale, donc désolé pour le terme, mais la conquête spatiale avait avant tout des buts scientifiques et donc était louable en tant que tel, parce que ça permettait de faire progresser la connaissance. Et puis, on arrive aujourd'hui à un but de loisir. En réalité, non. Dans les années 60, il n'y a pas d'argument scientifique à la conquête de l'espace. Il y a même des ingénieurs de la NASA qui se barrent d'Apollo parce que le nombre de missions scientifiques est réduit à 3, en l'occurrence dans le LEM. Alors, il y aura des géologues dans les missions suivantes. Donc, on a quand même ramené des cailloux à plusieurs centaines de kilos. Donc, il s'est passé des choses scientifiques sur la Lune. Mais vu le prix, tout ça s'interroge. La rhétorique scientifique, paradoxalement, elle arrive plutôt dans les années 80, quand il n'est plus du tout question d'envoyer des Gugus sur Mars ou sur la Lune. Ça coûte trop cher. Entre guillemets, ça sert à rien vu le prix. Et là, vous avez la rhétorique des retombées.
C'est-à-dire, on fait plein de trucs dans l'espace, et vous allez voir, on va avoir des tas d'innovations. C'est un peu le ruissellement, entre guillemets, de Emmanuel Macron et puis les autres avant, mais spatial. Donc c'est les couvertures de survie, les couches, tout un tas d'inventions comme ça. Il y a des livres entiers, hein. Moi, je me suis tapé cette littérature, des livres sur les 100 inventions tombées de l'espace. Tout ça est partiellement, très, très, même majoritairement faux. En tout cas, toujours beaucoup plus compliqué. Et c'est un discours qui sert en fait à légitimer l'existence des agences, des astronautes, dont l'objet, là on parle du vol habité, hein, je précise, hein, parce qu'il y a aussi des sciences dans l'espace avec des satellites scientifiques, climatiques, etc. C'est autre chose. Mais à proprement parler sur le vol habité, vous regardez même les dernières enquêtes scientifiques, publications scientifiques dans des revues spécialisées sur qu'est-ce que fait Thomas Pesquet pendant une mission, ça dure 6 mois, à peu près 900 heures de travail. Les 3/4, c'est circulaire, quoi. En fait, il fait de la science biologique, de physique, qui permet de comprendre le fonctionnement du corps dans l'espace. Donc l'astronaute est finalement un être qui persévère dans son être, quoi. C'est complètement tautologique. Et le reste, c'est de la démonstration technologique, un petit peu d'éducation. Et au final, vous vous retrouvez avec une pétouille de trucs climatiques, environ 2 heures, quoi, sur les 6 mois, peut-être un peu plus, quelques heures sur les 6 mois, et c'est de la com. Voilà. Donc non, il y a très peu de chance dans la Station spatiale internationale. Historiquement, je pourrais revenir en détail sur cette réalité. Donc cet argument est dans le milieu, tout le monde le sait, hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on pouvait prétendre se cacher derrière un but scientifique. Aujourd'hui, c'est même plus le cas. Si vous écoutez Thomas Pesquet aujourd'hui, il vous explique encore qu'on va soigner l'ostéoporose en orbite, hein. Si vous écoutez Jeff Bezos, il vous explique qu'il y a des expériences contre le cancer. C'est assez indécent, hein, en fait, d'une certaine manière. Et ça, vous avez ça dans des brochures de journaux dès les années 80 où on vous explique que, et Reagan le dit très bien, on va trouver des matériaux miraculeux, on va trouver des alliages exceptionnels, etc. Parce que c'est la microgravité, parce que c'est l'espace. Et parce qu'en fait, on a cette idée, cette prénotion d'un environnement géographique un peu particulier qui, parce qu'il est ce qu'il est, susciterait par magie des choses qui n'existent pas sur Terre. Bon, tout ça, évidemment, est de l'ordre de la rhétorique aujourd'hui, mais c'est important dans le sens où ça a des conséquences politiques, notamment en Europe, où la grande question de savoir si on reste avec les États-Unis ou pas, est-ce qu'on fait du vol habité ou pas, nous-mêmes, se pose. C'est quand même des milliards sur des budgets en France et en Europe qui se comptent en milliards. Donc c'est 1 milliard ou 2 milliards sur 10 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et c'est historiquement, systématiquement, un fonctionnement de vase communicant avec la science. Quand vous allez vers le vol habité, historiquement, ça ne veut pas dire que ça se répéterait, hein, mais il y a un budget constant, et même si vous augmentez un petit peu, vous réduisez la part du scientifique, dont une grande partie est utile. Voilà. Ça y est, merci pour cette soudaine dépression. Peut-être on passe la parole à Léo, qui ne pourra pas dédicacer le livre, parce que, sauf si vous amenez un écran, il pourrait potentiellement vous dédicacer un écran. Alors vous faites des vidéos, et la dernière en date, c'est une vidéo que vous avez consacrée à Elon Musk. Ouais, et je peux spoiler, hein, pas vraiment forcément pour en dire du bien. Ce serait dur de faire une vidéo d'Elon Musk pour en dire du bien. C'est un effort quand même. Non, mais je mets au défi quelqu'un de le faire, hein, ce serait intéressant. Une vidéo factuelle qui dit du bien d'Elon Musk. La vidéo, en fait, je pense que j'ai voulu la faire. En fait, j'ai voulu faire une vidéo sur Elon Musk justement l'été dernier quand j'ai regardé les étoiles pendant la 2e quinzaine d'août. C'est le meilleur moment de l'année pour regarder des étoiles filantes, pour les observer. Et j'ai vraiment cassé ma tête parce que cette année-là, j'ai vu plus de satellites que d'étoiles filantes dans le ciel. Et ça m'a un peu rendu fou. Enfin, malgré tout ce que j'avais à dire sur Elon Musk avant, ça a vraiment été la goutte d'eau qui... Et notamment les fameux trains de satellites qui Alors, font je ne comme sais des pas lignes. s'il y en a encore des fameux trains de satellites, parce que justement, les astronomes se sont plaints de ces fameux trains. Donc, il y a eu... Lui-même, il a essayé de réduire la luminosité de ses satellites, en tout cas c'est ce qu'il dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une quantité qui est juste indécente. Et quand on se rend compte qu'on a réussi à polluer l'orbite de toute une planète, moi c'est quelque chose qui me choque. Et du coup, j'ai voulu parler d'Elon Musk pour dénoncer ça, mais dans le même temps, je m'intéressais à la science-fiction pour d'autres raisons, parce que j'avais découvert qu'en fait, il existait une science-fiction de l'espace qui m'intéressait, chose que je ne savais pas jusqu'à présent, avant, parce que je consommais surtout de la science-fiction hégémonique et elle me plaisait pas pour tout un tas de raisons que j'avais pas encore très bien identifiées. Et en fait, en m'intéressant et à Elon Musk et à la science-fiction du coup qui vient des marges, j'ai compris en fait que toutes les raisons pour lesquelles j'aime pas la science-fiction hégémonique, c'est parce qu'elle représente Elon Musk. En fait, elle ne fait que de parler de ce que Elon Musk veut faire dans l'espace, lui et tous ceux qui sont de son acabit.
c'était de dire que en fait, je n'en peux plus de voir des films qui parlent d'espace pour me parler de guerre, d'une continuité du capitalisme qui irait sur Mars, dans la ceinture d'astéroïdes, etc., où il y aurait des génocides, où il y aurait une conquête, une colonisation. Enfin, toutes ces choses ne me font pas rêver. Même s'il y a des gros vaisseaux et des flingues super badass, et j'adore les flingues, hein, c'est pas un problème, hein. Les flingues c'est cool, mais dans ce genre de récit-là, je suis fatiguée, au-delà même de l'aspect politique de la chose avec laquelle je suis fondamentalement pas d'accord, c'est juste du recyclé encore et encore. On raconte la même chose sur l'exploration spatiale, en tout cas dans les récits de fiction, que ce qu'on a toujours fait, et c'est assez épuisant. Donc à la question, est-ce qu'on peut encore rêver l'espace? Bien sûr, de toute manière, de fait, on rêve. Enfin, on rêve les étoiles, ça nous fait rêver, juste de fait. Ça a fait rêver l'humanité depuis, de ce qu'on en sait, à peu près toujours, vu que les premiers dessins qu'on a de l'humanité, ça représente quand même des étoiles. Donc oui, on peut continuer de rêver de l'espace, mais la question qu'il faut se poser, c'est pour raconter quoi? Pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cet espace? Est-ce qu'on peut vraiment continuer de le présenter comme un espace à coloniser, à conquérir, duquel on doit s'approprier les ressources? Ou est-ce que ça peut être juste un espace, je ne sais pas, juste d'exploration, tout ce qu'il y a de plus banal, ou même un espace lyrique, ou même un espace où on pourrait explorer des formes de spiritualité, un espace dans lequel on pourrait se décentrer pour imaginer un nouveau récit du monde? En fait, il y a vraiment, selon moi, il y a plein de choses à faire vis-à-vis de l'espace et de tout ce que ça nous inspire. Mais ce truc d'en parler toujours de la même manière, comme d'un espace à conquérir, dans lequel on va faire de l'argent, dans lequel on va exploiter, coloniser, je pense qu'il faut qu'on fasse un pas de côté. Ou en tout cas, il faut qu'on mette en lumière les récits qui parlent d'autre chose. Parce que parler de l'espace que comme ça, forcément, ça me semble pas intéressant. Ça tombe bien, on a Luvan ici. Génial. Bon. Alors dans un registre peut-être plus écologique, Étienne Quinge, donc avec Symphonie Atomique, hein, j'ai une transition toute trouvée là sur la dépense énergétique que peut représenter le lancement pour le plaisir d'un vol habité aller en orbite. Vous mettez un peu tout ça dans votre roman avec l'idée aussi d'une catastrophe générale qui va continuer à nous faire plaisir. Ouais, ça va être encore bien remontant le moral. Ouais. Du coup, c'est vrai que 11 minutes dans l'espace pour 15 ans de bilan carbone, si on calcule la quantité d'émissions d'effet de serre que chaque individu peut émettre et qu'on la répartit équitablement entre les gens, là, les 11 minutes, c'était 7 ans pour chaque fille qui a voyagé, pour les 6 filles qui ont voyagé, 7 ans chacun de bilan carbone en 11 minutes. Tout ça pour 3 minutes au-dessus de 3 minutes en apesanteur. Mais de manière générale, moi, ce qui me frappe dans la transition que tu évoquais un peu, moi, ce qui me frappe, c'est la privatisation de l'espace, en fait. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même des agences étatiques qui avaient déjà une logique impérialiste, hein, potentiellement. Hein, ça enlève rien. C'est pas parce que c'est l'État que c'est bien. Mais là, en plus, c'est privatisé. Donc là, on est sûr que c'est plus que pour le pognon. Et puis, quand même, c'est quand même globalement... Je sens le débat arriver. Je pense que c'est quand même globalement pas mal pour l'argent. Et puis les constellations de satellites, effectivement, moi je suis hyper choqué depuis plusieurs années par les constellations de satellites d'Elon Musk, mais c'est pas le seul, hein. Il y a la Chine qui va en faire, il y a pas mal de pays qui veulent en faire. Et ce qui me gêne, en fait, c'est que c'est des décisions qui sont prises par des individus parce qu'il n'y a pas de réglementation, ils surfent sur l'absence de réglementation. Et ils s'approprient un espace qui est un bien commun, en fait, parce que finalement, la basse orbite, si on la pollue par des débris trop, on aura juste un nuage de débris, on ne pourra même plus rien envoyer dans l'espace, même plus de satellites de télécommunication ou d'autres choses qui sont vraiment utiles pour le coup, potentiellement, ou de surveillance de l'environnement. Et donc, on hypothèque l'avenir pour des intérêts privés actuellement. Après, sur le fond de l'espace, pour répondre à la première question un petit peu, je pense que c'est très culturel et qu'il y a trois façons de voir l'espace et de rêver l'espace. Il y a les gens qui rêvent de l'exploiter, donc industriellement parlant, hein, c'est une ressource, c'est un ensemble de ressources qui est quasiment infini. Il y a l'exploration qui est plutôt scientifique, le rêve d'exploration scientifique, de découverte scientifique, de découverte de nouvelles éventuellement de nouvelles planètes, de nouvelles formes de vie, qui est assez intéressante quand même d'un point de vue scientifique à mon avis. D'ailleurs, il y a le James Webb Telescope qui a détecté récemment des traces potentiellement de vie sur une planète. Je ne sais plus combien d'années-lumière, mais assez lointaine, mais quand même, c'est impressionnant. 150 à peu près. Ouais. Et puis la troisième dimension, elle est plus contemplative et spirituelle, et je pense que si c'est la moins probable aujourd'hui pour l'humanité, c'est peut-être la plus sage qu'on pourrait avoir, et je pense que c'est vraiment sur ces aspects plus exploration et contemplation qu'on peut travailler sur l'imaginaire, pour transformer l'imaginaire, parce que c'est avant tout culturel, et aujourd'hui, dans la culture dans laquelle on est de
production, enfin d'exploitation et de production. Il y a automatiquement une logique d'exploitation et de production qui se reproduit sur la ressource de l'espace, alors qu'en fait, il faudrait plus avoir une approche plus scientifique et plus contemplative, à mon avis. Et donc poétique, c'est ce que vous disiez en quelque sorte, Léo, et ça me permet de rebondir sur Luvan, c'est ce que vous faites. Justement, ce récit que parlait Léo, qui sortait dont parlait Léo, pardon, qui sortait des réflexes capitalistes, industriels, d'exploitation sur lesquels rebondit Étienne. Vous l'avez fait, ce pas de côté. Ouais, je me suis dit qu'en fait, vous avez super bien pitché Noot, parce que ça remplit toutes les cases, toutes les checkbox. Donc, et effectivement, en fait, pour Noot, j'ai essayé de chercher, je me suis documentée sur tout ce que tu appelles la troisième, ce que vous, on fait comme sur France Culture, on prétend qu'on se vous voit, on fait semblant de ce pas se que connaître. vous avez, mon cher, qualifié de troisième dimension de rapport à l'espace. Et c'est vrai que j'essaie de réfléchir par rapport... Enfin, je suis partie... Enfin, ma conviction, c'était que même auprès... En fait, pour écrire ce livre, j'ai procédé à des entretiens et j'ai véritablement appelé des astrophysiciennes, astrophysiciens et des biologistes aussi, parce qu'il y a une partie sur l'évolution. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, la plupart des personnes que j'ai... Alors, qui n'étaient pas... Y compris, non, il y a quand même une personne qui était physicienne, Irina Kovalenko, qui, elle, travaille vraiment dans la lignée de la balistique et des missiles, quoi. Elle travaillait vraiment à calculer les forces physiques, à faire en sorte que les fusées décollent, en fait, tout simplement. Et elle travaillait également, quand on s'est parlé, c'était la pandémie, elle travaillait à ce moment-là dans une équipe internationale pluridisciplinaire européenne sur la présence humaine sur la Lune. Et lorsqu'on s'est parlé, elle m'a dit mais en fait là on est en train de travailler, alors c'était super, on a ce projet, cette espèce d'Erasmus pour adultes où on est tous entre nous et on essaie de faire une sorte de plan sur la comète, c'est le cas de le dire, pour une humanité sur la Lune. Et là, en fait, au pied de la rue, il y a mon vieux voisin qui vient de mourir, il y a des gens qui meurent, et elle était pas en doute, parce qu'elle a toujours... son grand inspirateur, c'était Von Braun. mais à la fois, avec ce côté où elle se rendait compte que c'était... il y avait un côté un peu absurde, parce qu'on n'arrive pas à organiser nos sociétés pour éviter les morts inutiles, on va dire. Enfin, il y a pas de... c'est une très mauvaise formulation. Et en tout cas, et peu à peu, donc j'ai aussi interviewé beaucoup d'autres chercheuses et chercheurs, et je me suis aperçue, surtout dans le domaine anglo-saxon, en fait, un certain nombre... Il existe une poésie spatiale qui... est issue directement du cerveau des chercheuses et chercheurs. Donc il y a, par exemple, l'exemple le plus connu, ces poèmes viennent d'être traduits, ont été traduits il y a quelques années en français par une maison d'édition belge. C'est Rebecca Elson. Je ne sais pas si certaines ou certains dans la salle l'ont lu. En fait, c'était une astrophysicienne qui est morte assez jeune, malheureusement pour nous, et bien sûr pour elle, et qui en fait écrivait régulièrement lors de ses missions des poèmes magnifiques. Alors c'était à l'époque où les astrophysiciennes et astrophysiciens voyageaient véritablement pour physiquement aller observer les étoiles dans des lieux complètement incroyables où sont construits les télescopes. Et j'ai appris... grande naïve, j'ai appris que c'était plus le cas en fait. Maintenant on commande ces recherches par ordinateur, puis on les reçoit, et on passe apparemment beaucoup plus de temps à programmer en Python les télescopes qu'à véritablement... ce côté contemplation a été un petit peu volé par la technique, mais c'est le prix à payer pour beaucoup de données. On est sorti de l'image d'Épinal du scientifique échevelé qui colle son œil à la lunette de l'observatoire. Moi, c'était plutôt Jodie Foster dans Contact, mais chacun ses références. Ouais. Je pensais à Tintin. Pourquoi disais-je ça ? Oui, donc super recueil de poésie qui s'appelle en anglais A Responsibility to Owe.
une obligation, une responsabilité de s'émerveiller en fait de l'humanité. Et je trouve ça hyper beau. En français, ça a été traduit par devant l'immense ou quelque chose devant l'immense. Devant l'immense. Et chez quel éditeur, vous savez? Chez un éditeur. L'Arbre de Diane. Bah, pas mal. Et donc, par exemple, Sean Raymond, qui est l'astrophysicien avec lequel j'ai le plus échangé parce qu'on a, on a vraiment, je lui ai donné une hypothèse, il a dit ah oui super, je vais la vérifier, il a lancé une simulation et il a publié un article scientifique où il y a mon nom dessus, alors je ne suis pas du tout docteur. Ça c'est cool, je pensais qu'il fallait vraiment passer ce cap pour avoir son nom cité dans les DOI, tout ça. So chic. Ouais, so chic. Pas aussi chic que le HESS, mais... Et, je pense qu'Irénée Réunion en a marre qu'on lui balance le HESS tout le temps. Voilà, et lui, donc, on a parlé, on a échangé, c'était super productif. Et en fait, il vient de publier un recueil de poésie illustré par son fils et un recueil de poésie préfacé par... c'est un nom en 3 parties et je suis dyslexique. C'est pas grave. Neil Tyson, il manque DeGrasse. Neil deGrasse Tyson. Et donc c'est super chouette. Et il m'en a pas parlé, j'ai découvert ça par hasard sur son blog. Je dis mais enfin tu m'as pas dit que tu as écrit un bouquin de poésie. Oui, c'est petite chose. Et Suzanne Aigrin également, une astrophysicienne française mais qui exerce en Angleterre, sur son site a des poésies. Donc en fait c'est la deuxième dimension, si je les prends dans le bon sens, et la troisième sont en fait finalement très très liées. Et c'était quoi la question? Ah, la poésie. La poésie. Personne ne sait. Voilà, la poésie. Et du coup, pour écrire, quand je me suis donné le but d'écrire Noot, j'avais pas en tête d'écrire. En fait, c'est un long poème en prose ou un roman en strophe libre, on va dire. Mais c'était pas mon intention du tout. Mais c'est au fur et à mesure, en me documentant, cette forme qui est celle que vous pouvez venir feuilleter, s'est imposée, mais complètement naturellement, parce que au cours de mes recherches, c'est ce qui s'est imposé. Et encore une fois, par exemple, quand on regarde le nombre d'œuvres qui a été inspiré par l'espace, c'est soit en grande majorité, en grande priorité de la musique, vraiment. Ensuite, vraiment beaucoup plus bas de la poésie. Et les récits, alors je sais pas, moi je compte pas, effectivement, comme tu disais, c'était les récits martiaux, le dieu, hein, pas martiaux, viriliste, non, c'est hégémonique, tu as dit. Ouais, c'est ça. Ces récits-là que moi je consomme pour vraiment comme Marguerite Duras. Enfin, moi j'efface, j'ai envie d'effacer tout le reste et puis de regarder que l'espace. Et il y a voilà. Et je crois que je suis vraiment convaincue qu'on est vraiment très nombreux et nombreuses à faire ça. Et je me suis amusée. Je ne sais pas si vous avez remarqué justement dans les rares vidéos, du coup, vraiment, enfin dans les vidéos scientifiques qu'on trouve sur YouTube, je ne sais pas si ça vous a frappé, c'est que les documentaires contemporains, enfin les documentaires sur l'espace dans les années 70, genre époque Carl Sagan, tout ça, c'est hyper poétique, c'est de la musique un peu ambiante, électro. C'est l'époque où Carl Sagan a fait envoyer une composition de Laura Spiegel dans l'espace, qu'elle a composée avec un des premiers ordinateurs pour faire des sons. C'est hyper, c'est des tripes, quoi. Et en fait, maintenant, quand on regarde les documentaires, les images, les vues d'artistes sont complètement psychées, enfin vraiment. Mais par contre, la musique et la voix, rien à voir. Pour moi, c'est en contradiction. La voix, c'est la voix Elon Musk, c'est la musique Elon Musk. Donc c'est une musique hyper technique, très hachée, très percussive, très martiale. Et c'est toujours des voix d'hommes très sensationnalistes qui parlent. Et en fait, pour m'amuser, à un moment, j'ai fait un montage où j'ai mis une composition d'une musicienne New Age qui s'appelle Joanna Brooke, qui est une musicienne séminale dans la scène du New Age américaine. Et je l'ai mis comme ça sur un documentaire hyper techno, tout ça. Et en fait, c'était juste un gros trip. Ça changeait tout, en fait. Et c'est ça que je voulais poser ici, c'est qu'il y a... ça m'interpelle, je crois qu'il y a une vraie dissension
On ne dit pas ça dissonance cognitive, je suis pas du tout. En fait, je crois que je suis pas au fait de ce que c'est vraiment la dissonance cognitive. Je crois que personne vous en veut. Ouais. Mais en tout cas, c'est peut-être pas le bon terme, désolé pour les psychologues dans la salle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que même que la poésie, en fait, elle déborde même du cerveau des technocrates. Enfin, j'ai l'impression que c'est là et que ils s'en rendent même pas compte. Enfin, qu'il y a quelque chose de rampant. C'est comme un jeune dormant comme ça, où il suffirait d'éteindre une partie de leur cerveau. Et enfin, je sais pas. C'est mon côté optimiste. C'est mon côté optimiste. Et aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que demain, ce sera l'inverse. Ou après avoir entendu parler les autres intervenants, ça sera... Vous aurez un côté pessimiste. Et ce sera le prochain bouquin. Il y a aussi des tentatives de fiction de s'approprier la conquête spatiale, mais d'une façon différente, par le biais de l'Uchronie. On pense par exemple à la série For All Mankind, où c'est les Russes qui vont sur la Lune. On peut penser au Printemps russe de Norman Spinrad, à la série Lady Astronaut de Marie Robinette Kowal, où on a une relecture là encore de la conquête spatiale sous l'aune du féminisme et de l'antiracisme et de l'égalitarisme. Bon, ça c'est de la fiction évidemment. Mais je vous voyais tout à l'heure vous crisper et froncer les sourcils quand Étienne parlait. Irénée Regnault. Non, c'était juste vous étiez fâché. J'ai vu que vous étiez fâché. C'était juste sur la question de la privatisation. Il n'y a pas foncièrement parlé d'une privatisation. Il y a une forme de délégation contractuelle au détour des années 2000. En réalité, l'essentiel de ce qu'on appelle le New Space, c'est une nouvelle étape de ce que nous on a historicisé comme étant l'astrocapitalisme, elle est complètement biberonnée à la puissance publique. Donc elle n'est pas réellement privée. Même les marchés, en fait, le plus gros marché privé qui existe dans le spatial, c'est les télécommunications et la télé. Et ça, c'est depuis les années 60. Il y a des gros satellites de télécommunications qui sont aussi une forme qui construisent une infrastructure aussi de domination culturelle, comme le font les câbles aujourd'hui et les constellations de satellites de Musk. On fabrique ces grands satellites qui permettent de diffuser la télé et donc des documentaires, par exemple, avec un réseau qui s'appelle Intelsat d'un côté aux États-Unis, puis un réseau qui s'appelle Intersputnik de l'autre. Et chacun y va de convaincre sa sphère d'influence avec différents documentaires plus ou moins malthusiens d'un côté et de l'autre côté plus ou moins soviètes dans le plus pur esprit soviète. Donc la période qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, en réalité, il y a une entreprise qui s'en est sortie, SpaceX, et qui arrive d'une certaine manière à s'autonomiser financièrement, mais c'est toujours très compliqué à compter, puisqu'elle repose de toute façon sur 60 années précédentes de construction d'un complexe militaro-industriel. Musk tire depuis des bases qui sont des bases de missiles balistiques intercontinentaux. Il va récupérer des ingénieurs qui viennent de Boeing, de tout un tas de trucs. Ses moteurs, il les récupère aussi de sous-traitants, de contractuels de la NASA. Il va travailler avec le NRO, la NSA, enfin toutes les agences dont on découvre l'existence 50 ans après, par exemple. Ce qui n'empêche pas qu'il arrive quand même à mettre des bons ingénieurs aux bons endroits et à faire de l'innovation, hein. Je retire rien à ça. Avec toute la critique qu'on puisse lui faire, Musk a fait ce que d'autres n'ont pas fait. Il y a d'autres entreprises à ce moment-là qui auraient pu émerger et qui ont raté, tout simplement. Et le gros tournant, c'est surtout les contrats avec le DoD, donc le département de la Défense, et puis ensuite les contrats pour ravitailler la station spatiale internationale, etc. Mais en tout état de cause, aller sur Mars aujourd'hui, ça ne se fera pas sans avoir un recours à la puissance publique. L'extractivisme spatial, la bulle a explosé en 2019, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. L'idée même d'aller chercher, parce que c'était ça l'argument lunaire, c'était d'aller chercher de l'eau sur la Lune ou de l'hélium-3. Faut se figurer des excavatrices qu'on va envoyer sur la Lune pour aller creuser l'équivalent de 6 fois la taille de Paris pour récupérer de l'hélium-3 en quantité suffisante pour ensuite le mettre dans des réacteurs à fusion nucléaire qui n'existent pas avant peut-être quelques dizaines d'années. Non pas que ça soit pas souhaitable, c'est pas tellement le propos, mais on n'est même plus dans l'économie des promesses, on est dans l'économie des promesses sur la Lune. Et je pense que ça, tout le monde est à peu près au courant. Et pour autant, cette logique d'exploitation, elle perdure un peu parce que c'est une doxa, en fait, au sens propre du terme. C'est un discours qui domine, qui est aussi articulé autour de conflits géopolitiques, qui, à certains égards, fait miroiter l'importance stratégique d'y aller pour créer des technologies militaires. Et ça, vous l'entendez
très fort, y compris dans les interventions de certains entrepreneurs. Je pense par exemple, il y a eu une audition en mars à l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techniques, donc une annexe de l'Assemblée, si vous voulez, qui s'intéresse à ces questions-là, où ils questionnaient le volabilité, ils invitaient 8 personnes, une seule personne qui était plutôt critique, tous les autres étaient à fond, et vous avez là-dedans une patronne d'une entreprise française, copine de Emmanuel Macron au passage, qui s'appelle The Exploration Company, qui fabrique une navette qui s'appelle Nix, et qui vous dit concrètement qu'aller sur la Lune a un intérêt militaire, qu'on va faire des avions spatiaux. Enfin, personne ne croit à ces trucs-là. Vous parlez à n'importe quel économiste du spatial ou même à des industriels, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'intérêt à faire ce genre de choses. Et si je peux me permettre, c'est aussi un peu le paradoxe du truc. On parle de conquête spatiale, de colonisation spatiale, et dans la pratique, il n'y a que dalle en vrai. Mais on a juste réussi, comme le disait Étienne, à créer une orbite basse pourrie de déchets. Et globalement, la conquête, il n'y en a pas. Elle n'est même pas envisageable. La colonisation, encore moins. Nous, on parle de conquête au sens... on prend ce mot, le tord. On a un chapitre qui est sur la conquête des esprits, d'une certaine manière, par aussi certaines formes de science-fiction, par le triptyque que tu déclinais tout à l'heure. Mais tout est lié dans ce triptyque. Et pour moi, il y a un continuum entre l'exploration et l'exploitation. Quand on fabrique les premières cartes, quand on cartographie, c'est pour s'accaparer, pour coloniser, c'est indissociable. Les premiers télescopes servent à voir loin pour voir l'ennemi arriver. Se figurer une carte des étoiles permet de s'orienter à des fins militaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais en réalité, le mot exploitation, colonisation, il est plus ou moins banni en Europe. Et des fois, il y a quelques sorties comme ça. H. Bacher, président de l'ESA, il y a 3 ans, il a dit « Imaginez, il faut absolument faire du vol habité, imaginez Christophe Colomb sans son navire. » quoi. En plus, toute la rhétorique coloniale qui est derrière, on va coloniser Mars. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'Indiens sur Mars. C'est vrai. Seulement, il y a des bases spatiales au sol, où là, on exproprie des gens qui sont en fait des natifs américains, par exemple à Boca Chica au Texas. Donc il y a un point aveugle dans la colonisation spatiale, c'est la Terre. Il faut des bases dans tous les sens pour entraîner les astronautes, des relais de télécommunications, etc. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se dépêtrer de ce flou, mais que vous avez commencé à bien justement distinguer. Donc, je termine sur une anecdote. En 2022, j'étais avec mon collègue Arnaud. On faisait une ethnographie à l'IAC. L'IAC, c'est l'Institut d'astronautique, congrès d'astronautique, une grande messe annuelle de astronautique. Vous avez tout le monde. Boeing, Lockheed, etc. Alors il n'y avait pas SpaceX en l'occurrence, c'était à Paris. Et vous pouvez littéralement marcher sur des stands d'entreprises qui sont des vendeurs d'armes, pour certaines d'entre elles. Et sur certains de ces stands, vous marchez sur les photos du télescope James Webb. Parce qu'en fait, ils se servent de cet imaginaire-là pour vous faire passer, rien de complotiste là-dedans. En tout cas, cet imaginaire spatial, moi je ne parle pas d'imaginaire, j'aime pas ce mot du tout. Je parle de représentation éventuellement, de construction d'une doxa, d'un paradigme, etc. Mais c'est mon côté sociologue, ça ne veut pas dire que le mot est illégitime du tout, c'est pas le mien, c'est tout. Il y a une utilisation abusive de ce flou, et qui va jusqu'à la science-fiction et qui va même jusqu'à la science-fiction critique. La NASA bosse depuis des dizaines d'années avec des tribus amérindiennes, avec des auteurs de science-fiction. Il y a un département éthique à la NASA, du coup, qui a dégagé en janvier, où on met des personnes racisées, des latino-américains, on en a même envoyé dans l'espace. Il était question, avant que Trump soit là, de mettre une femme noire sur la Lune. Donc il ne faut pas négliger ce côté critique artiste. Et d'ailleurs, on arrive dans ce bouquin à se resituer nous-mêmes dedans, puisque au final, parmi les gens qui donnent des leçons de sagesse sur l'espace, on peut mettre les sociologues. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis assez critique vis-à-vis de toute la philosophie de l'espace autrement, machin. Par exemple, j'ai lu Becky Chambers, qui est une grande autrice. Hein. À titre personnel, moi, j'adhère pas. Voilà. J'ai lu la BD Pioneer, qui est au demeurant excellente. À map dans l'espace, ça marche pas. Et ces imaginaires-là sont potentiellement rattrapés par des gens dont l'astrophysicienne que tu viens de décrire parfaitement. Je comprends parfaitement le paradoxe interne qu'elle est en train de vivre. Du coup, je fais partir les gens. Oui, c'est terrible. Et du coup, en fin de compte, Doxa. Doxa. C'est pas méchant, Doxa. Enfin, en tout cas, dans l'astrocapitalisme, il y a aussi des gens dont le boulot, c'est d'être architecte pour de futures stations lunaires. Voilà. Et c'est cool, c'est design, ça finit à la Cité de l'Industrie à Paris. Vous allez voir l'exposition sur la Lune. Franchement, c'est ni fait ni à faire. Alors il y a Arnaud Saint-Martin à la fin dans une vidéo qui dit les gars, en fait, on pourrait juste penser autrement. Donc il y a toujours une capacité du système à rattraper tous ces imaginaires-là.
Et peut-être Un petit ajout. juste un mot sur la privatisation. Il y a quand même, je parlais de Starlink principalement et de Blue Origin, qui sont quand même des initiatives vraiment pour le coup privé-privé à ma connaissance. C'est pas coté en bourse, on ne sait pas si ça rapporte. Starlink, je ne peux pas vous dire si ça rapporte. Vous n'avez pas Starlink je ne sais pas si ça rapporte aujourd'hui, mais le but, c'est qu'à terme, ça rapporte et c'est purement privé. C'est-à-dire que c'est pas sur fond de la NASA quand même. En fait, c'est compliqué, mais c'est une entreprise privée. Vous avez raison là-dessus. En revanche, le fait que Starlink existe repose aussi sur ce triptyque chez Musk qui est d'une part le lancement, donc il a du lancement commercial de fusée, d'autre part son travail avec public, le département de la défense, la NASA, donc le vol habité, et donc troisième patte, Starlink. Donc c'est les entreprises qui peuvent faire circuler de l'argent entre elles. Il y a une différence entre être privé et créer une sphère économique qui marche. Quand on parle d'économie de l'espace, cette économie aujourd'hui, elle est majoritairement publique. Après, la différence, c'est est-ce que ça s'autonomise ? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut, après s'être nourri de la bête pendant plusieurs années, devenir un truc autonome économiquement ? C'est ça la question. Ouais, non, mais il y a une logique de glissement qui est quand même assez marquée et qu'il n'y avait pas il y a 10 ou 15 ans en arrière. Si, elle existait. Elle existait dans les télécommunications, elle existait. Prenez le GPS. Le GPS, c'est un truc militaire. Non, mais elle est... Les micros vont tourner après, vous pourrez vous engueuler. Non, mais je réponds, elle est plus marquée dans le sens où ça se voit plus. Mais vous savez, prenez le GPS qui est libéralisé en 1995, vous n'avez pas Tinder, Uber, rien ne marche sans le GPS. C'est un truc national, militaire, qui est rendu public et qui permet une forme de privatisation derrière. Donc il ne faut pas négliger ces effets de levier. Après, je ne néglige pas, il y a 8000 satellites au-dessus de nos têtes. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est bien, c'est pas ça. J'essaie juste de remettre l'astrocapitalisme dans son contexte, et ce n'est pas un contexte... On ne peut pas parler juste de privatisation. Il faut parler de transformation du capitalisme. Musk, ce n'est pas un libertarien. Vous écoutez les libertariens, ils ne vous disent pas que c'est un libertarien. Si on est un petit peu... si on exagère un petit peu, il est plutôt socialiste en fait. Waouh. National socialiste. Pourquoi pas ? 26 milliards de dollars depuis 2002, Musk, de subventions publiques. Voilà. On va avoir 15 minutes de questions-réponses. Ça ne va jamais suffire. Mais en fait, j'arrive quand même je reviens un peu sur la question que je posais tout à l'heure, qui n'est pas vraiment une question, mais il y a une forme d'impasse de la fiction et du rêve qui va forcément se fracasser contre les réalités que Irénée Regnault décrit, mais que aussi Léo décrit quand il fait cette vidéo. Voilà, le rêve, la fiction, voilà, ça va rester dans nos têtes, on fera des bouquins, ça va être bien, on va les lire, ça va être chouette, mais concrètement, pas sûr que ce rêve influe le réel. J'ai pas compris en fait. Moi non plus. J'essayais de... alors, je vais reformuler la question. J'ai essayé de botter en touche de façon subtile, mais vous venez de me rappeler qu'en fait non. Tu nous demandes s'il y a une impasse dans la manière dont on peut rêver l'espace. J'ai l'impression, alors sans être raconter l'espace dans nos récits. Sans être dépressif, mais en fait c'est possible. La réalité est brutale quand même. Il va falloir la fracasser pour aller au-delà. Elle est brutale dans à peu près tous les milieux, donc oui, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de raconter des histoires. Non, on peut complètement continuer à raconter des histoires dans l'espace. Moi, j'en suis persuadé. Il y a déjà des gens qui le font et qui le font d'une manière qui nous appelle sans pour autant tomber dans quelque chose d'un peu niais, un peu. Enfin, tu parlais de Becky Chambers tout à l'heure. Son livre sur l'espace, moi pareil, je suis pas convaincu. Il m'a pas vraiment fait rêver, même si fait vibrer, je veux dire. Même si c'est vrai qu'on trouve une manière de raconter l'exploration spatiale qui est autre, c'est intéressant. Mais moi, dans l'absolu, j'aime quand même les bouquins où il se passe des trucs, quoi. Enfin, où il y a de la tension. Et c'est là tout l'enjeu, c'est comment réussir à raconter des histoires où il y a de la tension, il y a des enjeux, mais ces enjeux-là ne tournent pas autour de génocide, de conquête, d'appropriation exclusive au nom du sacro-saint capitalisme. C'est comment on fait pour trouver des tensions dans les histoires sans se référer à ça, à cette histoire qui est une longue histoire finalement de la conquête spatiale. Et c'est totalement possible. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas des pirates de l'espace, mais genre, et ils vont pas sauver le monde, hein, comme dans les Gardiens de la Galaxie, juste une histoire où en fait il y a des gens qui vivent dans l'espace, on n'est pas obligé de savoir comment. Enfin, moi, la science, la hard SF, où il faut m'expliquer avec des équations comment fonctionnent des réacteurs, je m'en fous. Ça me fait pas rêver. Bon, après, ça c'est vraiment un genre. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, il n'y a pas de souci, c'est ok. Ouais, ils sont nombreux, ils sont énervés là. Oui, non, mais il y a des gens, ils ont besoin de ça, il n'y a aucun problème. Mais on n'est pas obligé d'aller dans le détail à fond et on peut raconter juste des aventures de pirates de l'espace. Enfin, il y a plein de manières de raconter des choses dans l'espace. Il suffit juste de trouver des points de tension, des histoires à raconter, des gens qui vadrouillent dans cet espace-là, qui font des trucs, qui rencontrent l'altérité. Voilà, il y a plein de choses à dire, vraiment. Genre, typiquement,
au niveau des vies de la vie qu'on peut rencontrer dans l'espace, nous jusqu'à présent les extraterrestres, c'est des hommes avec des oreilles pointues et ils sont bleus, quoi. Voilà, globalement c'est ça. Mais on pourrait imaginer tellement de choses différentes. D'ailleurs, si pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle, il y a la série d'animation Scavenger's Reign qui a réussi cet exploit de nous montrer un monde cohérent où tout se tient, mais où ce qu'on appelle nous vie dans ce monde-là n'a absolument rien à voir avec nous, notre manière de voir la vie, les arbres, les mammifères, les humains, tout ça. Là, ce truc-là, on comprend plus rien, mais pourtant tout est cohérent, tout est beau. Et du coup, c'est une proposition d'une manière de voir la vie qui est autre. Et pour arriver à cette proposition, on passe par l'espace, on passe par un vaisseau spatial. Finalement, l'espace, pour moi, ce serait plus un décor, c'est pas une fin en soi. Parce que c'est un petit peu le problème aussi qu'on retrouve aujourd'hui dans le concret, dans la manière dont on parle de l'espace, d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars. On voit ça comme une fin, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez très bien avec Arnaud Saint-Martin. C'est aller dans l'espace, mais pourquoi faire ? Voilà, qu'est-ce qu'on devrait aller faire là-bas ? Moi, vis-à-vis de la fiction, j'ai envie de dire raconter l'espace, mais pour raconter quoi ? Parce que c'est pas une fin, l'espace, c'est un décor. Et du coup, il faut profiter de ce décor et des opportunités qu'il offre pour raconter des choses qui sont cool, et ça peut être vraiment n'importe quoi. Alors, je vais poser la question à Étienne Quinge, donc romancier. Je rappelle que Symphonie atomique a été qualifié par votre éditrice de meilleur roman du XXIe siècle, qui n'est peut-être pas tout à fait objectif, mais vous vous intéressez à l'espace proche. Vous êtes, ça se passe dans une station spatiale qui est très très proche. Vous êtes très près de la Terre. Oui, c'est très presque pas l'espace en vrai. En fait, il n'y a pratiquement pas d'espace là-dedans. C'est plus, moi justement, j'étais. Vous êtes un imposteur, Étienne Quinge. Totalement. Donc, dans ce texte-là, j'étais plus sur un texte plutôt très réaliste, mais pour répondre à ce que tu disais juste avant, enfin ce que vous disiez, puisqu'on se vous voit poliment. Et en fait, moi, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que pour moi, l'espace, le gros avantage de l'espace, c'est qu'il est infini. Et donc, dans l'infini, on peut se situer très loin à la fois dans l'espace et dans le temps, et imaginer des choses totalement différentes, que ce soit au niveau des systèmes biologiques ou au niveau des systèmes sociaux, ce qui est assez intéressant parce que quand on travaille sur Terre, c'est assez dur de se détacher de nos mécaniques, de nos valeurs, de nos organisations socio-économiques. C'est assez dur de s'en libérer, alors que dans l'espace, on peut imaginer quelque chose de totalement différent, soit parce que l'espèce est différente, soit parce qu'il y a eu suffisamment de temps ou de distance qui a été créée par rapport à nous pour pouvoir imaginer quelque chose d'autre et proposer d'autres formes de systèmes. Et donc, je crois que non seulement il ne faut pas abandonner d'écrire sur l'espace, mais qu'il faut au contraire essayer d'écrire sur l'espace, mais plutôt dans la logique de ma collègue là-bas, avec une approche qui valorise plutôt soit l'aspect scientifique exploratoire, soit l'aspect plutôt contemplatif, spirituel qu'on peut trouver dans cet espace, dans la beauté de cet espace, parce que moi j'ai été marqué très jeune par les premières photos des nébuleuses, etc., qui sortaient sur Internet. Là, c'est absolument magnifique, c'est totalement incroyable, et je crois que tout le monde a ça en tête, toute cette espèce de beauté complètement colossale par rapport à nous. Et je pense que encore une fois, on doit explorer cet univers pour proposer des pistes différentes, pour se libérer du réel et proposer des pistes différentes. Alors que dans Symphonie atomique, typiquement, je suis plutôt dans le réel, dans le dur, quoi. Et alors, on a le même genre de problème sur l'environnement, d'ailleurs. Hein. Comment imaginer un futur désirable ? C'est le thème de ma table ronde de demain, pas tout à fait, mais comment faire gagner l'écologie ? Ça revient un peu à ça. Sujet assez hard. Pour ceux qui veulent prendre une dépression, je vous invite à venir. Parce que là je connais les autres membres de la table ronde. C'est vrai qu'on n'est pas tous des grands optimistes sur le sujet. Mais c'est vrai pour moi, il y a un peu un parallèle de comment rendre ça positif et comment trouver des solutions positives pour donner aux gens un peu envie et de manière réaliste, mais une autre forme de système de manière réaliste. Comment imaginer un autre système réaliste ? Et pour ça, l'espace, c'est un assez bon emplacement parce que ça permet de proposer des choses différentes sans heurter tout de suite notre conscience de la réalité, en fait, et sans rentrer tout de suite en conflit avec l'astrocapitalisme. Ça, c'est pour après, pour les questions. Il y a un chanteur à la mode avec des boucles qui a dit oui, on a conquis l'espace, il paraît qu'on a conquis la Lune, mais en fait, au niveau de l'univers, c'est même pas l'île de Ré. Ah ouais, non, c'est même pas l'île de Ré, ouais, non, c'est le bâtiment d'en face. Même pas traverser la rue, on cherchait l'univers, on a trouvé un boulot, c'est pas de chance. Désolé, j'étais obligé. Non, mais c'est contractuel, hein, on m'a dit, tu fais. Il nous reste à peu près 20 minutes. Est-ce que ça vous suffirait, 20 minutes, comme temps d'échange temps d'engueulade avec les auteurs ? Ou est-ce que vous estimez que c'est trop, auquel point on peut continuer à poser d'autres questions ? Mais moi, je me dis que c'est quand même pas mal. Je suis sûr que vous avez des questions à leur poser, sachant que je répète, je vois déjà des mains qui se lèvent par là, sachant que je répète, toutes ces autrices et auteurs seront présents au Salon du Livre pour dédicacer leurs bouquins.
que vous achèterez évidemment par dizaines, sachant que normalement au mois de mai prochain, avec l'instauration officielle du fascisme en France, eh bien, tous ces livres seront interdits. Donc il est temps de les lire maintenant. Les auteurs sont en prison. C'est pour vous, hein, c'est parce que le Festival des Intergalactiques pense à vous. Et tout ça, c'est pour votre bien. J'ai vu une main là-bas, je l'ai vue, je la revois, elle est là-bas. 1, 2. Bonjour, bonjour. Ok, alors fait on devrait vous voter des tomates pourries. Bon, non, je rigole. Bon, en fait, l'une des choses qu'on observe vis-à-vis de la critique vis-à-vis de l'imaginaire spatial et de l'espace en soi, c'est le fait justement que l'espace en lui-même est monopolisé soit par des grandes entreprises, soit par des organisations gouvernementales et ainsi de suite. Or, ce qu'on observe aussi, c'est que sur certains aspects, par exemple, dans mon pays d'origine, il y a eu le programme qu'on appelle le programme Troposphère. En fait, c'était justement des scientifiques africains qui ont créé eux-mêmes leur premier lanceur, en fait, avec de briques et de broc. Avec, je vous dis vraiment, c'est des boîtes en fait de lait en poudre qu'ils ont assemblées en fait et soudées pour fabriquer un propulsif solide qui est issu, il me semble, d'anciens missiles de l'Union soviétique qu'ils avaient récupérés pendant je sais pas quoi. Bref, une guerre civile, un truc d'une dinguerie. C'est dans quel pays, pardon ? C'est au Congo. Au Congo, d'accord. Donc, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, malgré le fait que ces personnes n'ont pas forcément un lien, pas été forcément infusées par cette cosmoculture et ainsi de suite, peut-être que vis-à-vis de l'astrocapitalisme et ainsi de suite, c'est de faire en sorte de rendre l'espace démocratisable et appropriable pour tout le monde, en fait. Dans le sens qu'actuellement, il existe des programmes tout simples qu'on peut trouver sur Internet pour créer une sorte de CubeSat, en fait, avec un mini-lanceur qui permettent de lancer des satellites au-dessus de la troposphère ou de la ligne de Kármán. Il y a plein de programmes de sciences participatives aussi qui permettent de faire en sorte que des gens vont voir une tâche floue spécifique sur, je sais pas, le télescope spatial Hubble et du coup définir que, je sais pas, la période de révolution autour de telle étoile, etc., permet de définir ça. Donc en soi, même en supposant en fait qu'il y a la fin de cet astrocapitalisme à un moment ou à un autre, en fait l'imaginaire spatial sera toujours là et en fait il est quasi spontané en fait, dans le sens que vous avez juste, comme je disais, comme il a été dit, il suffit juste d'aller pisser dehors en fait avec une grosse chiasse des enfers et regarder les yeux au ciel et de dire ah putain c'est une dinguerie quoi. Donc du coup, est-ce que la solution vis-à-vis de tout ceci, ça serait pas une démocratisation beaucoup plus importante de l'espace en fait? Oui, alors on avait dit qu'on limitait un peu les propos gauchistes parce que voilà, c'est embêtant, parce qu'il y a des subventions de la mairie, tout ça. Mais je vous laisse avec ça. Réponse courte, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et cette fusée a défrayé la chronique d'ailleurs au Congo. Démocratiser, c'est d'une part, nous c'est un peu la fin de notre livre où on essaie de bien vous déprimer les 4 premiers chapitres, puis en fait on ouvre tout un tas de trucs derrière parce que en fait il y a aussi tout simplement l'astronomie populaire en fait. L'idée de se dire qu'on peut accéder au ciel étoilé. Alors il se trouve que Arnaud Saint-Martin, qui est mon co-auteur, qui est chercheur au CNRS, est maintenant député France Insoumise NFP, et là dépose une proposition de loi sur la nuit, sur l'obscurité. Le truc est sérieux, c'est un mec qui bosse sérieusement. Pas besoin d'aimer Mélenchon, je veux dire, c'est pas le sujet ici, quoi. Et donc c'est un vrai sujet, ça, effectivement, avoir accès au ciel étoilé. Après, des projets étudiants qui font des petits lanceurs, des petits satellites, etc., je pense qu'il y a de l'intérêt, il peut potentiellement des choses là-dedans. Après, méfiance, quoi. Parce que ça vient nourrir aussi une rhétorique qui est celle justement du petit lanceur, du micro-lanceur, avec des startups qui sont financées, notamment en Europe, sur ces questions-là, sur un marché qui n'existe pas vraiment. Et il faut quand même qu'on soit capable de les faire retomber proprement, quoi. Faut qu'ils servent à quelque chose, éventuellement. On ne va pas envoyer plein de boîtes de chaussures dans l'espace. Mais je pense, je suis d'accord avec vous. Et puis en plus, l'Occident n'a aucun conseil à donner à tous les pays qui voudraient devenir des puissances spatiales, d'une part. Et si un pays décide de le devenir, ça me semble tout à fait naturel qu'il puisse le faire. Le Congo n'est pas le pays qui a le plus de satellites en orbite. Je pense plutôt vraiment qu'il y a beaucoup de projets étudiants aussi dans des facs européennes ou américaines où on fabrique des petits trucs qui commencent à être nombreux aussi. Donc si on a tous une éthique de l'espace, ça commence par se demander vraiment l'utilité de savoir ce qu'on envoie et être capable de le faire redescendre proprement, parce qu'après ça fond dans l'atmosphère et ça crée plein de problèmes. Ouais, l'espace vert, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais derrière ça, il y a un peu une question de gouvernance quand même globale de qu'est-ce qu'on a le droit d'envoyer, qui a le droit d'envoyer, comment on a le droit d'envoyer.
Et je reviens un peu sur ce que je disais sur Starlink, ça a été fait de manière assez unilatérale, sans vraiment de concertation avec personne, et ça s'est approprié un bien commun qu'est l'orbite basse pour un intérêt privé principalement. Alors que, et derrière, c'est une vraie question de gouvernance, il n'y a eu aucune question, il n'y a aucun pays qui n'a rien pu dire, et aujourd'hui on voit bien qu'on est dans une logique un peu de course prédatrice au premier qui tire à gagner, quoi. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis et la Chine. Merci, au revoir. Est-ce qu'on a d'autres questions au fond de la salle? Ça va faire bosser les bénévoles du festival qui sont obligés de grimper les escaliers 27 fois par jour, sans musique, ce qui est terrible. Donc la prochaine fois, quand vous posez des questions, mettez-vous en bas. Hein, pour commencer. On y va. Bonjour. En fait, sur la partie de vendre du rêve et donc le lien malheureux direct entre la partie économique très concrète et le monde capitaliste dans lequel on vit et le rêve que représente l'espace, j'ai pas pu m'empêcher de constater aussi un parallèle avec du rêve technologique en général, notamment Musk en est l'archétype. C'est qu'il y a un côté jeu de dupe dans les investissements dans le capitalisme, puisque d'un point de vue scientifique, même s'il y a de réels débouchés intéressants sur des technologies qui pourront servir de manière très terre-à-terre sur Terre pour tout le monde et commercialisables souvent pour les entreprises, si on cherche des milliards à investir pour développer une nouvelle puce électronique ou un nouveau matériau isolant qui servira pour faire des bâtiments avec des murs plus fins et que du coup on entassera les gens plus facilement, on ne trouvera pas forcément l'investissement. Alors que si on vend comme rêve, vous savez, dans 10 ans on marche sur Mars et on colonise, eh ben, les investisseurs sont plus enclins à le faire, même si 50% des gens dans le métier sauront que c'est totalement une promesse de dupe et que ça ne marchera pas comme ça, même si ça peut faire rêver d'explorer un jour Mars, qu'on se dit ça sera peut-être dans 3-4 générations de vie humaine, mais c'est un rêve qui est plus intéressant, bankable on va dire, de le vendre pour dans 10 ans que de le vendre pour dans un siècle et demi. Ça me renvoie aux photos de James Webb Telescope qui sont piétinées par les gens qui viennent acheter des armes, mais je crois que Léo voulait répondre à ça. Pour revenir à Elon Musk, et ce que ta question elle s'inscrit dedans, en fait, Elon Musk, je pense sincèrement son rêve c'est d'aller sur Mars. Hein. Après, je pars du principe qu'il est honnête, que les agents sont sincères, mais lui, il a essayé juste de faire son truc de son côté, ça n'a pas marché en fait. Parce que justement, il n'avait pas ce storytelling à vendre aux investisseurs pour leur dire ça va être super, vous allez voir, on va tous vivre sur Mars, ça va être machin. Et bien entendu que pour que les investisseurs mettent de l'argent dans ces projets, parce qu'il est nourri qu'à ça, aux investisseurs qui réinjectent de l'argent en permanence et à l'État aussi qui réinjecte de l'argent en permanence dans ces entreprises, pour qu'il y ait cet argent qui vienne, bien entendu, qui doit faire rêver. Donc bien entendu que dire on va tous vivre sur Mars, on va être une espèce multiplanétaire, ça marche beaucoup mieux que d'expliquer alors moi j'ai envie de créer quelque chose qui va servir l'humanité et en particulier les personnes qui ne sont pas déjà riches. Enfin, on le sait, c'est évident. Donc c'est cette logique capitaliste qu'on retrouve dans, comme tu l'as dit, dans tout ce qui concerne la technologie, puisque, mine de rien, les gadgets, parce qu'aujourd'hui ce qu'on invente dans les technologies, ça relève plus du gadget que de choses qui nous sont utiles, c'est des produits qui sont quand même destinés aux classes supérieures, voire aux classes très très supérieures. Donc dans cette logique-là, bien entendu que le storytelling qui entoure tout ce qui va être fait dans l'espace aide à la vente de quoi que ce soit. J'espère que ça répond à ta question. Qui polluent moins parce qu'on a développé un moteur pour l'espace. Oui, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que ça consommera un peu moins. Là, Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin ont étudié le sujet dans leur livre et apparemment, c'est pas le cas. Achetez le livre, vous aurez toutes les réponses que vous cherchez. D'autres questions, d'autres bras devant? Alors, j'ai le micro, alors je me permets. Ah oui. Quand on a le micro, oui. C'est moi qui l'ai. C'était une conférence très intéressante, mais en fait, il y a quelque chose qui m'interroge. On a parlé du rêve spatial scientifique, on a parlé du rêve spatial économique, on a parlé du rêve spatial spirituel contemplatif. Et en fait, aucun de ces trois rêves ne me fait vraiment rêver l'espace. Et du coup, je voudrais ouvrir un peu le débat sur moi, ce qui me fait rêver l'espace, c'est ce que vous en pensez. Moi, ce qui me fait rêver l'espace, c'est l'espace transhumaniste.
C'est l'idée que l'humanité, quand elle part dans l'espace, elle va vers l'inconnu et du coup, elle devient une partie de cet inconnu, elle change pour devenir quelque chose de différent. Ce qui fait rêver l'espace, c'est par exemple des univers à la Dune ou à la Warhammer 40 000 où on a une humanité qui est notre humanité, c'est nous, mais on n'est plus chez nous, on est dans l'espace, on est dans des mondes différents avec d'autres codes, d'autres choses, et du coup, on devient quelque chose d'autre, toujours nous-mêmes, mais d'autres personnes. Et ça me fait rêver l'espace, et ça m'étonne qu'on n'en ait pas parlé. Et du coup, je voulais savoir, vous, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous fait rêver l'espace? Et est-ce que vous en parlez dans vos univers? Voilà. Moi, je veux juste mettre un mot sur ce que tu décris et juste tu me dis si c'est ça ou si c'est pas ça. Est-ce que c'est la rencontre avec l'altérité? C'est ça qui t'intéresse dans l'espace? C'est la confrontation avec l'inconnu et l'intégration de l'inconnu. Oui, ok, d'accord, très bien. C'est le transhumanisme, c'est l'humain qui devient autre chose, qui dévie de son côté humain. Parce qu'on est dans des problématiques très contemporaines, en fait. On dit oui, en fait, l'espace commence à nous concerne maintenant, mais on n'est pas du tout dans le rêve spatial de qu'est-ce qu'on pourrait être dans 10 000 ans si, par exemple, on se venait à, je sais pas, genre, à vivre dans l'espace. Qu'est-ce qu'on serait? Et du coup, dans Noot, tu as ça en 10 000 ans. Ah, je suis super nulle en maths. 10 000 ans ou 1 million d'années, peu importe. Voilà, donc j'ai... Super longtemps. Très longtemps. Dans plusieurs centaines de millions d'années. Par exemple. Voilà. Et donc j'ai imaginé une humanité qui... Enfin, justement pas une humanité, par contre. C'est pas du transhumanisme, dans le sens où... C'est des humains comme vous et moi, du coup. C'est pas des humains qui ont changé. Ça m'étonne. Pourquoi ils n'auraient pas changé? Pardon, sans répondre à la place de Luvan, mais la SF répond à cette question. En tout cas, sans répondre, pose cette thématique-là depuis le début. Justement, les humains qui changent en s'adaptant à d'autres conditions, c'est un truc assez récurrent dans la SF. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Au-delà de ça, tu as cité Dune. Moi, Dune, c'est dans 10 000 ans, je ne sais pas dans combien de temps c'est. Il y a encore des guerres et des génocides, voilà, on est toujours les mêmes. J'arrive pas à comprendre ce qui te fait, ce que tu trouves d'original dans des univers comme Dune par rapport à tout ce qui nous est proposé dans la culture hégémonique, j'entends, pas dans les marges. Parce que notre fond reste le même, mais notre nature change. Dans Dune, on a des humains, par exemple, qui deviennent des calculateurs parce qu'ils ont maîtrisé parfaitement cette capacité du cerveau humain à faire des calculs mentaux. C'est intéressant. C'est une sorte de rêve, vous voyez? Est-ce que vous voulez que je réponde ou pas? Oui. Oui, nous le voulons. Alors, dans Noot, spoiler alert, j'imagine ce que deviendrait une hybridation de toutes les espèces vivantes, organiques, terrestres, dont nous faisons partie. Donc, il y a nos gènes dans cette évolution. Dans une terre éloignée du Soleil au niveau du nuage d'Oort. Et ces hybridations donnent des entités quasi immortelles qui ont autant de gènes communs en proportion avec nous qu'avec les blobs ou les serpents, etc. Et j'imagine ces entités très distantes. Voilà, donc c'est exactement la fin de Noot, quoi. Enfin, c'est très présent dans Noot. Voilà, du coup. Ah bah plus personne va le dire, merci. Non, c'est pas la fin, c'est pas un spoiler en fait. Je veux dire. Et pour vous, c'est nous. Voilà. Ça fait partie du rêve de l'espace. Voilà, carrément. En fait, moi, je pouvais pas imaginer l'espace sans effectivement nous changer, parce que j'ai du mal à comment dire, à écrire sans une immersion. Et quand j'ai décidé d'écrire sur l'espace, pour rebondir à ce que tu disais, Léo, pour moi, c'était pas un décor. Et j'ai voulu vraiment écrire sur l'espace, mais l'espace sur le ciel, parce qu'on est déjà dans l'espace, en fait. En gros, la Terre, c'est un vaisseau spatial. On bouge super vite. C'est juste nous, on est tellement habitués à ce mouvement-là qu'on le sent pas. Mais on est déjà sur un objet, un astre, un objet spatial. Et j'avais envie de faire comme du nature writing, mais dans l'espace. Et tout de suite, j'ai été confrontée au fait que malheureusement, nos perceptions, comme on est tellement spécialisé sur notre vaisseau spatial à nous, ici, en fait, il y a énormément de choses que les ordinateurs nous reconfigurent de manière à ce que nos yeux ou nos oreilles puissent le concevoir, mais si on est propulsé dans l'espace, on ne verrait pas de cette manière. Et du coup, j'étais confrontée à ça. C'est quoi l'expérience de l'espace avec notre corps? Donc en fait, j'ai été obligée de changer complètement, de me proposer des corps ou nous proposer des corps qui nous permettent, par la littérature, d'explorer cette altérité extrême. Voilà. Et du coup, c'était une expérience, et c'est pour ça que c'est de la poésie en réalité, parce que c'est une expérience que je pouvais difficilement mettre en récit pur.
Et je crois qu'effectivement, comme tu disais, Patrick, je crois que beaucoup de fiction des années 60-70 qui diraient pas le mot transhumanisme. Moi, personnellement, j'ai du mal à savoir ce que c'est réellement, donc je ne l'utilise pas parce que je ne veux pas l'utiliser à mauvais escient. Mais en tout cas, à mon avis, d'après ce que j'ai compris de ce que tu souhaitais dire, répondrait à ce rêve ou cette envie ou ce fantasme ou cette envie d'élargissement ou de prolongement, quoi. Ce désir d'inconnu. Un désir d'inconnu. Voilà, si tu veux. Voilà. Et il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres choses? Oh là, plein de choses. Choisissez des thèmes polémiques pour qu'on s'amuse un peu. La petite question que je voulais vous poser recoupe un peu la question qui vient d'être posée. Une réflexion qu'a fait Léo tout à l'heure. Juste savoir si l'un ou l'une de vous aurait lu la BD Frontier, qui est sortie au label 619 il y a, je sais pas, c'était l'année dernière. Oui. Il y a 2 ans. C'est des petits Mickey, nous sommes des gens sérieux quand même. Oui, très bien. Et juste savoir ce que vous en avez pensé En fait, je pense que c'est là que j'ai mal cité tout à l'heure quand j'ai dit Pioneer, c'est Frontier. Okay, quel est l'auteur déjà? C'est pas Mathieu Bablet. Non, c'est celui qui a fait... Guillaume Singelin. Guillaume Singelin, oui. C'est celui qui a fait ce truc Silicium avant, là, c'est ça? Alors, ça, c'est Mathieu Bablet, mais là, c'est Guillaume Singelin, c'est le même label, c'est la même... Ah, d'accord, mais c'est bien la BD avec des petits bonhommes un peu rebelles dans l'espace qui font des AMAP, là, c'est ça? Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Non, mais à la fin, c'est ça, il y a un côté un peu pirate, justement. Mais elle est absolument géniale, cette BD. Enfin, moi, j'adore les BD, en plus, donc voilà. L'objet est magnifique, moi, j'ai lu ça. Après... moi, je suis sociologue. Là, on a fait un peu un travail d'histoire. C'est de la BD, quoi. C'est comme la question qui vient d'être posée tout à l'heure. Et c'est une bonne question. Enfin, c'est pas du tout la question de la légitimité de la question, mais d'ailleurs, c'est peut-être pas moi qui devrais répondre. Du coup, je vais te laisser après, ou je vais vous laisser. Pour moi, c'est des questions qui se posent pas. Voilà, c'est tout. Il y a des tas de gens qui travaillent sur qu'est-ce qu'on deviendra dans 10 000 ans, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Donc moi, ces gens qui parlent m'intéressent. Par contre, ce dont ils parlent, ça n'existe pas, en fait. Donc, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est si vous êtes dans l'espace loin, vous allez mourir. Voilà. Est-ce que parmi vous, Luvan, Léo ou Étienne, vous voulez réagir sur la BD Frontière? Non? Voilà, ces gens n'ont pas lu cette bande dessinée. Bah voilà. Elle est aussi probablement en vente dans l'excellent salon du livre dans lequel vous trouverez les œuvres de ces autoristes ici présents. D'autres questions? Je vois des micros. Une dernière, je dirais. Mais... Une dernière, ouais. Bonjour et encore merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Il y a une question que je me pose, c'est que en fait, on a tendance à toujours vouloir envoyer en l'air sans prendre en conséquence les résultantes, que ce soit écologique, voire même ce qu'on va devoir faire plus tard pour pouvoir régler cette problématique. Et ça va remettre en cause même de se dire, on va devoir embaucher des gens, genre des éboueurs de l'espace pour pouvoir essayer de désengager les matières qui sont foutues en haute atmosphère ou en moyenne atmosphère. Et comment, en fait, on n'en arrive pas à penser ça avant et se dire, au lieu de balancer une voiture dans l'espace pour dire, ouais, cool, on a fait ça, il n'y avait pas autre chose de plus intéressant à faire et qui ait moins de répercussions économiques et écologiques. En fait, ça rejoint un peu le problème de la gouvernance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui décide qu'on a le droit de faire ça. En fait, aujourd'hui, quand quelqu'un a le droit de faire et qu'il n'y a pas d'interdiction, il fait. Enfin, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs, mais plus qu'en Europe, où de toute façon, il y a plus d'interdictions et de régulations de base. Mais pour moi, c'est un vrai problème de gouvernance. Et pour moi, c'est le vrai problème aujourd'hui, sachant qu'on est dans une situation au niveau écologique où on est contraint de toutes parts. En fait, on ne s'en rend pas encore complètement compte, mais même si ça commence, mais on est vraiment contraint de toutes parts. Et que la bonne intelligence serait d'arbitrer sur où est-ce qu'on met nos ressources, en fait. Et donc de mettre les ressources sur des projets qui ont un sens au niveau collectif plutôt qu'un sens au niveau individualiste.
Ça, je suis bien d'accord, c'est évident, mais aujourd'hui, c'est pas la tendance. Quand on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qui sortent de toutes les régulations, de tous les systèmes de régulation, et qui hier ont autorisé les dragages profonds océaniques pour aller chercher les nodules polymétalliques dans les eaux internationales, je pense pas qu'on soit dans une logique qui se rende vers une meilleure régulation. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faudrait. La bonne stratégie, ce serait de dire voilà nos ressources, à quoi on les attribue en fonction de nos besoins prioritaires globaux qui sont principalement sur Terre et pas en dehors. Et juste là-dessus, ça c'est en théorie effectivement ce qu'il faudrait faire. En théorie, oui. Dans la pratique pragmatique politique, vous avez des boîtes qui envoient des trucs en orbite et je te rejoins, il y a un institut international des télécoms qui enregistre, qui fait gaffe à ce que les fréquences s'emmerdent pas les unes les autres en gros, mais pas de régulation sur le nombre d'objets. Ce qui n'est pas forcément un problème en fait. C'est un problème aujourd'hui parce qu'il y en a trop, il y a des risques de collision, effet Kessler, etc. Mais ça dépend des orbites. L'orbite basse est très touchée, l'orbite moyenne 900-1200 km aussi. Il y a aussi l'orbite géostationnaire, 36 000 km, celle-là elle est très critique. Et il faudrait commencer par, c'est de longues discussions, mais par enlever les gros morceaux déjà. Mais ces gros morceaux, ils sont principalement américains et russes. Et donc, il faudrait qu'ils s'entendent. Qu'est-ce qui se passe si vous allez chercher un morceau? Parce que la réponse astrocapitalistique, c'est celle-là. Je fais des robots qui vont chercher des morceaux. Voilà. Sauf que si mon robot se plante, ça fait un nouveau morceau. Si mon robot bouge un autre satellite, c'est une déclaration de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des sujets diplomatiques très complexes. Et enfin, qui paye le robot? Il n'y a pas de business model. Donc, vous n'aurez pas vos bonhommes. Ils n'existent pas. En fait, aujourd'hui, on a de la spéculation sur des boîtes qui se mettent sur ce créneau, parce que peut-être qu'un jour, il va y avoir un truc. Et il sera... moi, je parle beaucoup avec les scientifiques qui étudient ces questions-là. Il y a un super rapport de Aérodécarbo sur cette question, notamment. Il est très probable que ça bouge au moment où il y a un gros accident, quoi. Voilà. Et statistiquement, il va arriver, c'est sûr. Sachant que peut-être, tu vas me dédire, mais pour l'anecdote, il me semble bien que quand les États-Unis et la Chine doivent communiquer sur les risques d'impact entre satellites, ils s'envoient des emails, quoi. Il y a eu cette histoire, mais je pense que ça marche un peu mieux maintenant. Je pense que c'est assez inquiétant quand tu te dis bon, bah, j'envoie un email au gars là, puis on va voir, j'espère qu'il va le recevoir. Je vais mettre un petit accusé de réception histoire de voir si le mail est arrivé. Le mail a-t-il été lu? Enfin, bon, ça fait un peu peur quand même en termes de gouvernance. Non, vraiment, on voit pas de quoi vous voulez parler. Est-ce qu'il nous reste du temps pour une demi-question? Non, c'est fini, c'est mort. Bah voilà, partez. Merci beaucoup à Luvan. Luvan, Nout, qui part en dédicace. Irénée Regnault avec une histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space. C'est aussi en dédicace maintenant. Les vidéos de Léo, c'est tous les jours sur Internet, c'est ça qui est bien. Et Étienne Quinge également en dédicace avec Symphonie Atomique. Merci à tous et toutes.